Formidable. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, nouvelle émission Lean Connection. Cette émission qui est le rendez-vous mensuel pour discuter du Lean avec la communauté Lean et aujourd'hui même une autre communauté, la communauté Agile. Et une émission où on parle du Lean, on parle de ceux qui font du Lean, on parle de ceux qui écrivent du Lean, on parle de ceux qui aiment le Lean. Et autre chose aussi, c'est autorisé bien sûr. Alors, ce soir, nous avons deux invités. Parfois, nous en avons un, parfois plusieurs. Cette soir, nous en avons deux. J'ai le plaisir d'accueillir pour discuter de notre thème du jour Cécile Roche, qui a longtemps été directrice Lean et Agile chez Thales et qui est l'auteur de nombreux ouvrages. Alors, je les ai tous notés, hein. Lean en ingénierie, Lean et leadership, petit guide du Lean à l'usage des managers, le Lean en question est membre actif de l'ILF aussi. Le Lean en Donc, ingénierie, je l'ai coécrit. Hein. Oui, Nous absolument. sommes deux. Absolument, tu fais bien de le préciser. Donc, tu as quand même, on va dire, une casquette Lean bien prononcée, mais tu as pratiqué l'agile. Et puis Thomas qui est aujourd'hui du coup Head of Engineering et qui a pratiqué le Lean dès 2009, l'agile dès 2009 et le Lean depuis un peu moins longtemps, 7-8 ans, mais du coup Oui, qui tout à connaît fait. bien les deux approches. Exactement. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Effectivement, moi j'ai Alors, découvert tout ça depuis à peu près beaucoup moins longtemps que Cécile, et que toi, Annelise, mais Et malgré tout, une petite dizaine également, d'années. tout petit point, autant j'ai beaucoup pratiqué le Lean, je n'ai pas pratiqué l'agile. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis ravie de partager ouais. l'émission ce soir avec Thomas qui, lui, l'a pratiqué. Par contre, j'avais dans mon équipe des gens qui étaient vraiment des spécialistes de l'agile et j'ai beaucoup travaillé avec eux. Mais en termes de pratique pure, je suis plutôt une lineuse. Voilà, donc on va avoir en tout cas des gens qui connaissent les deux approches et qui ont pratiqué au moins l'une, voire les deux. Et ce qui serait intéressant, comme je le précisais juste avant hors antenne, c'est bien sûr qu'on a avec nous des participants et l'idée c'est de commencer à poser le décor et puis après de donner aussi la parole pour que les participants posent des questions ou témoignent de leur propre expérience sur l'une ou l'autre des approches pour voir si ça reflète ce qui aura été échangé entre nous dans cette première partie. Alors, pourquoi ce thème? Parce qu'effectivement, moi, je suis plutôt du côté Lean, c'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé dans l'IT, dans le digital, dans des services informatiques. Donc, j'ai effectivement moins été en proximité de sujets sur lesquels peut-être on développe les méthodes agiles. En revanche, j'ai quand même côtoyé des gens qui m'ont dit sprint, qui m'ont dit alors qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Il y avait les rétrospectives évidemment, le Scrum, voilà, il y avait des radiateurs aussi à l'époque, ça m'intriguait beaucoup les radiateurs, je ne sais pas si ça existe encore. Et bon, j'ai vu passer ça. Et puis, pas plus tard que même la semaine dernière, il y a quelqu'un avec qui j'ai échangé qui me dit ah, mais moi, je connais bien l'agile, j'ai envie de me former au Lean, mais de toute façon, c'est assez proche. Et je me suis retrouvée assez démunie pour répondre à cette question parce qu'on voit bien qu'il y a des choses communes, mais ce n'est pas si simple. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu, je me suis dit, voilà, une occasion rêvée d'en savoir un petit peu plus et d'en faire un débat, ou en tout cas une émission d'1 heure pour voir un peu plus ce qui les rapproche, ce qui les différencie, est-ce que c'est sur les mêmes périmètres, est-ce qu'il y a les mêmes intentions et pouvoir explorer ça avec des gens qui connaissent évidemment les deux approches pour que ce soit plus intéressant. Alors, juste et sans revenir, alors tiens, j'ai même pas préparé mon écran, mais je vais quand même essayer de faire ça du mieux possible. Pour en revenir juste à l'origine de ces deux démarches, on est quand même dans une, dans une démarche Lean qui est plus ancienne que l'agile, puisque le Lean, pour le coup, hop, et alors du coup, je ne suis pas sûre que vous voyez exactement la slide que je veux, mais c'est pas grave. Hop, est-ce que là, vous voyez la définition, voilà, de Jeff Sutherland? Alors, le Lean, ça commence évidemment, ça vient de chez Toyota, mais c'est la version, en tout cas, décrite par Dan Jones et Jim Womack à partir de 2007, on l'a dénommé Lean à partir de ce qu'ils ont vu chez Toyota et qui était le TPS.
Et les méthodes agiles, vous allez peut-être revenir un petit peu plus d'ailleurs sur ce que c'est, sont nées un peu plus tard, évidemment, elles sont plus récentes, mais avec quand même une parenté, si j'en crois donc ce monsieur Jeff Sutherland, qui est un des inventeurs, ou en tout cas un des signataires du manifeste agile, il dit lui-même que le Scrum est basé sur le Lean Product Development de Toyota, donc il ne le met même pas sur le Lean, il le met sur le Toyota. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une filiation qui est assez explicite. Alors du coup, déjà peut-être ma première question, c'est de vous demander, alors à Cécile peut-être, on parle, enfin toutes les entreprises aujourd'hui veulent être agiles, on parle beaucoup d'agilité. Est-ce que pour faire de l'agilité, à ton avis, il faut des méthodes agiles? Évidemment, le Lean permet aussi ça. Comment toi, tu en parlerais ou tu nous camperais un peu le décor de cette question autour de l'agilité? Moi, j'aime bien reprendre une définition de l'agilité qui n'est pas de moi, mais que j'ai acheté, qui est de dire que l'agilité, c'est la façon dont on donne des réponses en face de changements, qu'ils soient prévisibles ou non prévisibles. Donc, si on est sur des changements non prévisibles et qu'on en amène des réponses innovantes, ça s'appelle de l'agilité. D'ailleurs, si on est sur des changements prévisibles et qu'on amène des réponses prédéterminées, ça s'appelle de la flexibilité. Donc, bon, Ça, c'est le fameux graphique que tu m'as envoyé, c'est ça? voilà, c'est ça. Donc, je vais le passer comme ça, on Et en va le plus, il y a la partager. référence de l'ouvrage qui le cite, donc c'est toujours plus correct de citer ces références. Voilà. Et je trouve que cette définition est super claire, c'est-à-dire que vraiment l'agilité, c'est comment on va chercher des réponses innovantes et plus rapides, autant que faire se peut, à des choses imprévisibles. Donc derrière cette notion d'agilité, il y a une notion de résoudre des problèmes, puisque un changement imprévisible, c'est par nature un problème. C'est pas la même chose que la flexibilité. Au passage, d'ailleurs, j'aime bien ce schéma parce que il montre aussi que si on amène des réponses prédéterminées à des changements imprévisibles, on est en train c'est infaisable et on le voit très souvent malheureusement. Et puis que si on amène des réponses innovantes à des changements prévisibles, on réinvente la roue et c'est pas terrible non plus. Mais voilà, ça c'est pour l'agilité. Après, on parle du manifeste agile, qui est le manifeste pour, je dis de mémoire, mais le développement de logiciels agiles. Hein. Donc, c'est vraiment... Je les ai remis là, voilà. Voilà. Le manifeste agile. C'est vraiment... ça a été écrit pour le développement de logiciels. Et c'était dans l'idée de révolutionner effectivement le processus de développement de logiciels. Et il y a plusieurs méthodes derrière le manifeste agile. En manifeste agile, d'ailleurs, on va voir qu'on retrouve tout à fait des intentions communes avec le Lean, hein, quand on dit plutôt les personnes que les processus, quand on dit plutôt des logiciels qui marchent que de la doc, quand on dit plutôt les clients que la négo contractuelle, on est dans les mêmes intentions. Et puis derrière ces intentions, alors qu'on appelle des valeurs, des principes, etc., il y a des méthodes. Et le Scrum est la méthode la plus connue. Mais c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour répondre aux besoins d'agilité en logiciel, on a proposé des méthodes comme le Scrum, mais l'agilité, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus général. Derrière la notion d'agilité, il y a la notion de on a besoin d'apprendre des choses parce qu'il nous arrive des trucs qu'on n'avait pas vu venir. Et cette façon d'apprendre les choses peut se faire comme en Scrum sur une logique itérative et incrémentale. Donc, on essaye d'avoir des cycles d'apprentissage rapides. Mais ce n'est pas la seule façon, et il y a d'autres façons d'apprendre des choses, comme par exemple le set-based concurrent engineering en ligne, sur lequel je ne vais pas rentrer, mais qui est dans une façon de voir totalement différente. On n'est pas du tout sur de l'itératif et de l'incrémental, mais on est sur je recherche tout le champ des possibles de ce que je dois apprendre pour réduire petit à petit vers la moins mauvaise des solutions qui deviendra la meilleure. Et ça n'a rien à voir. Et c'est une autre façon de répondre à cette nécessité d'apprendre. Du coup, il y a l'agilité et toutes les entreprises qui aujourd'hui ont envie d'être agiles, ou en tout cas beaucoup.
Parce que Alors, c'est ce qui permet d'adresser l'imprévisibilité. Et Dieu voilà. sait si aujourd'hui on a beaucoup d'imprévisibilité dans nos contextes divers et variés. Et quand l'agile, c'est pas juste, excusez-moi d'être un peu grossière, mais faites ça bien qu'on soit pas emmerdé, hein, parce qu'il y a quand même une part de ça dans soyez agile. Là. Donc là, on est un petit peu plus précis et que souvent quand on dit bah sois agile, ça veut dire Oui, débrouille-toi. démerde-toi, quoi. C'est pas tout à fait la même Ouais, chose. non, il y a plusieurs façons, effectivement, d'entendre ça. Toi, Thomas, du coup, qui a pratiqué les deux, par rapport au sujet des intentions que vient d'évoquer Cécile, alors, si je suis ton parcours, tu as commencé par l'agile et puis tu t'es mis au lean plus tard. Est-ce que les intentions étaient de l'agilité? Alors, il y a la question quand même du périmètre derrière. L'agilité, en Scrum, en méthode agile, moi, rencontré ça que dans des services qui développent du logiciel, donc plutôt des services de systèmes d'info, des choses comme ça. Le Lean, c'est vraiment l'ensemble de l'entreprise. Donc déjà, on n'est peut-être pas exactement sur les mêmes périmètres, mais les intentions sont-elles les mêmes de toute façon, qui est de dire bossons mieux, bossons de manière plus agile et essayons de ne pas nous emmêler dans une sorte de bureaucratie qui nous freine là où nous sommes. Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que l'intention, il y a des valeurs qui sont communes, clairement, c'est ce que nous disait Cécile sur les valeurs et les principes. Après, il faut voir un petit peu l'histoire. Effectivement, le Lean est venu de Toyota, d'une entreprise qui essaie de survivre après la Seconde Guerre mondiale, qui a été un peu dévastée, alors que l'approche Scrum, et puis en 97, qui est née maintenant, ça fait pratiquement presque 30 ans, elle apparaît en 97, le manifeste agile arrive quelques années après, et en fait, on est face à un autre constat qui est que la quasi-totalité des projets informatiques sont catastrophiques, c'est-à-dire qu'ils sont très en retard. La qualité, elle n'est pas très bonne, voire très médiocre. Les clients, évidemment, ne sont pas contents, sont très insatisfaits. Et puis, du coup, ça crée des tensions très fortes entre les équipes. À l'époque, on appelait ça la MO et la MOA. C'est des termes qui ont complètement Ah oui, disparu aujourd'hui de notre c'est vrai. vocabulaire, mais pour les anciens comme moi, ils s'en souviendront. Et à l'époque, on était vraiment dans une relation très contractuelle, comme sur un chantier, d'où le vocabulaire qui Oui, appartient un très peu à bâtiment. notre époque. Voilà, exactement. Et donc, on a effectivement un certain nombre de personnes comme ça qui arrivent et qui se disent bah, on va faire les choses complètement différemment. Et puis pour ça, plutôt que d'inventer d'abord une méthode qui va nous dire comment faire, on va plutôt se mettre d'accord sur les vraies valeurs qui vont nous animer. Alors ça, du coup, c'est étonnant parce qu'en informatique, on parle de manifeste, ça a un petit côté un peu politique, c'est vrai, quand on pense Ouais. au manifeste agile. Et puis, bah, effectivement, du coup, ça va être des valeurs qu'on va essayer d'incarner pour réaliser nos projets. Alors, derrière ça, évidemment, le manifeste, ça ne va pas suffire pour construire, hein, pour réussir à développer du logiciel. Donc, il y a des gens, effectivement, on a parlé de Jeff Sutherland, il y en a d'autres. Et donc, il y a tout un tas d'approches, on appelle ça des frameworks ou des méthodes agiles, comme Scrum, qui est celle qui a eu le plus de succès, effectivement, qui est aujourd'hui la plus connue, mais qui est une des premières aussi. Mais il y avait XP, il y en avait beaucoup d'autres qui ont émergé à l'époque. Donc, effectivement, des intentions quand même qui sont un peu différentes, hein. On réagit d'un côté à des projets informatiques qui se passent de façon catastrophique alors qu'on est dans un monde qui est en pleine transformation digitale, donc il y a un vrai sujet, alors que de l'autre côté, le Lean, effectivement, c'est une stratégie d'entreprise qui finalement va devenir à la fois un système de production, un système d'apprentissage, un système de management, donc beaucoup plus large, qui est beaucoup plus profond et qui adresse vraiment toutes les fonctions de l'entreprise. Alors, pour autant, moi, j'ai eu l'occasion de voir quelques expérimentations aussi, de faire de l'agile dans les équipes RH, dans les équipes de vente, au support, bon, avec plus ou moins de succès. En général, on en garde quelques principes, le fait de se voir régulièrement, de faire du daily meeting, des choses comme ça, de rendre les choses un petit peu visibles. Mais malgré tout, on voit bien qu'effectivement, l'intention était vraiment d'adresser la problématique du développement logiciel. Donc, c'est Ouais. vrai qu'après, les approches sont en général un peu divergées. Est-ce que là où tu l'as vu, quand c'était ailleurs que dans les équipes de développement logiciel, c'était dans des boîtes qui développaient des logiciels et qui tentaient de le mettre en place dans leur service de support, dans le RH, etc. Ou c'était Oui. Oui, carrément tout à ailleurs? fait. Ouais, Ouais. effectivement, parce Dans que des ça crée une boîtes, espèce il y avait de. des consultants au logiciel aussi. Oui, alors soit qu'il y avait des consultants, soit qui effectivement étaient en train d'essayer de transformer un petit peu leur façon de collaborer, de casser un peu les silos. Et puis tout à coup, on voit ces équipes informatiques qui tous les matins se retrouvent face à un board, qui font bouger des post-it, qui amènent des croissants. Là où on s'envoyait des mails pas très sympas, bah, tout à coup, on prend le petit déj ensemble et on discute autour de la nouvelle feature, ce qu'on veut livrer. Donc c'est vrai que les gens regardent ça avec un œil un peu curieux, parce que avant, les informaticiens, ce n'étaient pas les plus rigolos de l'entreprise. Et puis tout à coup, Oui, c'est là, clair. on a les autres services qui Ouais. s'intéressent à ça. Ils disent, bah, dis donc, ça a l'air d'être sympa chez vous, la DSI. Là où avant, c'était un peu morne et chacun était sur son ordi. Donc, ça crée, malgré tout, ça fait bouger un peu
les équipes. Ça surprend. Par Donc, contre, l'intérêt. par contre, ce que j'ai pu voir, hein, c'est quand on copie le Scrum dans des domaines qui ne sont pas du logiciel, c'est avec un succès variable. C'est-à-dire que ça prend un côté extrêmement artificiel, ce découpage en cycles très précis de 2 semaines, tout de à fait. 3 semaines, qui, sur certaines activités, n'a aucun sens. Enfin, vraiment, et c'est parfois surprenant. alors, on va rentrer un petit peu plus justement dans le détail et pour voir voilà, qu'est-ce qui est proche, ce qui est très différent. Alors, bêtement, moi, je suis repartie de ce que je connais, c'est-à-dire le lean, hein, et de ces éléments très structurants en me disant, ben voilà, on va essayer d'aller comparer sur ces éléments très structurants du lean, comment l'agile, quelle est la proposition de l'agile et si finalement on retrouve cet héritage commun du TPS aussi, ou bien est-ce que ça s'est finalement déployé d'une manière différente. Alors, on va partir de quoi? On va partir du client et de la place du client. Forcément, on est obligé. Donc là, du coup, on voit bien que le lean, c'est vraiment le point de départ. C'est comment je satisfais entièrement mes clients, comment je fais en sorte qu'ils reviennent, qu'ils réachètent. Voilà, c'est vraiment l'obsession du lean. S'il y a bien une obsession, c'est bien celle-là. C'est comment je fais en sorte que mes clients soient entièrement satisfaits. Est-ce que dans l'agile, on trouve cette même place du client? Moi, les gens que j'ai pu voir en faire, je ne l'ai pas vu aussi fortement en tout cas. Donc, je m'interroge sur est-ce que dans l'agile, le client est celui pour qui on bosse ou est-ce que c'est un peu pratiqué d'une autre façon? Quelle est sa place? Est-ce que Cécile, toi, voilà, tu pourrais nous en dire, voilà, quelle est ta vision par rapport à ces deux approches? Enfin, je laisserai Thomas commenter. Je pense que là, il y a vraiment une différence entre l'intention et la réalisation. C'est-à-dire que dans l'intention du manifeste, c'est super clair, la place du client. Et dans la façon de l'intégrer, j'ai vu des endroits où ça divergeait pas mal. C'est-à-dire que celui qui est censé représenter le client, en fait, il ne l'a jamais vu. Hein. Donc, j'ai vu des cas où le représentant du client, il représente ce qu'il a dans la tête. Mais le côté Gemba, qui est quelque chose de très important en ligne, c'est-à-dire que non seulement le client, mais regarder comment le client utilise nos produits, n'est pas aussi formel, et n'est pas formel du tout d'ailleurs dans les approches comme le Scrum, et du coup ça peut amener à une réalité un peu différente de l'intention. Ça c'est mon expérience, mais je vais laisser Thomas dire son point de vue là-dessus. Ouais, Toi qui as pratiqué de manière intense les deux approches. Ouais. Moi, je te rejoins complètement. Effectivement, pendant les années où je faisais du Scrum, j'avais l'impression d'être effectivement très customer-centric. C'était d'être dans la collaboration effectivement avec le client. Et puis le fait de découvrir le Lean et effectivement d'aller de plus en plus loin dans le Lean, j'ai pu me rendre compte finalement des écarts. Parce que je pense qu'il y a notamment un élément que je trouve très intéressant, c'est de regarder, il suffit de regarder vous savez, les boards, donc les Scrum boards ou peu importe les boards, comment on les appelle. Donc ces panneaux de management visuel qui servent à suivre finalement dans le Scrum l'avancement du projet. Et il suffit de regarder la dernière colonne. La dernière colonne, elle est très représentative. Et vous allez voir que si vous regardez la plupart des Scrum boards, moi, 90% des boards que je regarde quand je vois des équipes agiles, la dernière colonne, c'est Done. Et Done, ça montre bien le point de vue. Done, ça veut dire que moi, j'ai fini mon boulot. Le ticket, la feature, l'incident que j'ai corrigé, voilà, moi, j'ai fini mon taf. Et encore une fois, ça représente le point de vue, ce n'est pas le point de vue qu'on cherche à atteindre en ligne comme en agile. Si vraiment on veut s'intéresser au client, on doit se poser la question de savoir quand est-ce que la feature elle est dans les mains du client. Et du coup, c'est plus Done. C'est cette notion de quai de livraison. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment compris en commençant à mettre le pied à l'étrier sur le Lean. C'est le point vraiment important, c'est mon quai de livraison. Et donc, ça oblige du coup tout à coup à faire cette mécanique intellectuelle. Quand j'ai fini mon boulot, quand c'est en Done, est-ce que c'est vraiment dans la main du client ? Et souvent, malheureusement, non. C'est encore une phase de recette derrière, une phase d'intégration, de test de charge, etc., qui peut nous emmener parfois plusieurs semaines après. Donc, c'est intéressant parce que je trouve ce changement de point de vue qui a l'air anecdotique comme ça, en fait, il est très, très fort. Parce que dès qu'on commence à s'intéresser à ce quai de livraison… Oui, pardon. C'est très drôle, hein, parce que ce que dit Thomas… c'est une des premières choses qui m'avait frappé en usine quand on a commencé de faire du Lean, c'est de se dire une usine n'est pas là pour produire, une usine est là pour livrer. Et ce n'est pas non plus une évidence dans une usine. Ce qui est important, c'est d'avoir livré, ce n'est pas juste d'avoir produit. Oui, si ça se stocke dans on retrouve le même écart. Voilà. Et c'est vrai que cette histoire de client, on pense qu'on s'occupe du client.
Ouais. Ça, oui. Moi, j'ai vu effectivement beaucoup d'équipes du coup, qui avaient terminé, qui pensaient avoir terminé, mais en fait, ça arrive dans les mains du client parfois 2, 3 semaines, voire un mois plus tard. Et puis donc, du coup, le fait de tout à coup s'intéresser au vrai moment où on va livrer au client, donc à ce fameux de livraison, bah, ça change aussi les choses parce que ça veut dire que quand on va pouvoir livrer quelque chose au client, on va pouvoir lui poser la question de savoir si il est satisfait. Et ça, encore une fois, c'est quand on pose la question aux personnes qui font de l'agile, même parfois depuis longtemps, c'est bah, qu'est-ce qu'ils pensent vos clients de ce que vous livrez? Et ben en fait, ils ne savent pas. Non, c'est le rôle du product owner ou c'est le rôle du product manager, voire du marketing, ou alors on n'a pas le droit de parler au client. Vous savez, chez nous, on n'a surtout pas le droit de parler au client. Ben, si, au contraire, il faut s'intéresser au client, il faut aller le voir, lui demander effectivement qu'est-ce qu'il a pensé de la livraison, est-ce que ça correspondait, est-ce que les performances étaient bonnes, etc. Donc ça invite naturellement derrière à aller faire cette fois du client. Et puis, dernier petit point aussi, je trouve qui est peut-être une des différences aussi entre le lean et l'agile, c'est qu'en agile, on a très souvent tendance à compter, vous savez, en points de complexité. Une espèce de Non, je ne monnaie savais pas. interne C'est quoi un point de complexité? Alors, un point de complexité, c'est une façon en fait d'estimer la taille, si tu veux, la complexité des éléments qu'on doit développer. Donc, une tâche, une user story, ça va avoir un certain nombre de points de complexité. Et beaucoup d'équipes utilisent cette façon de compter. Donc, ça compte 10 points, celle-là compte 20 points, donc elle est 2 fois plus longue à faire. Et donc, du coup, beaucoup d'équipes se disent, bah ouais, c'est super, cette semaine, ce sprint-là, on a livré 210 points de complexité. Ah, bah génial, donc 210 points de complexité, on donne. Oui, mais qu'est-ce qu'on a livré comme valeur au client? Ah, bah oui, mais en fait, c'est un peu plus compliqué, Thomas, parce que tu vois, on a livré que 4 user stories, parce que, ah oui, d'accord, mais vous en avez prévu combien? Ah, bah 10. Ah, mais les autres, elles sont bloquées parce qu'on n'a pas pu faire les tests et puis les specs n'étaient pas bonnes. Ouais. Et donc, encore une fois, voilà, le fait de passer sur le point de vue du client, on se rend compte qu'on ne livre pas des points de complexité, on livre de la vraie valeur. Et là, du coup, ça change encore une fois notre regard sur qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on réussit, qu'est-ce qu'on ne réussit pas, et ce n'est pas grave, on va s'améliorer pour y arriver. Et on va encore une fois se focaliser plus sur la valeur qu'on livre au client plutôt que regarder juste une espèce de monnaie interne qui finalement n'a pas vraiment beaucoup de sens pour le client. Ouais. C'est intéressant. Il y a deux choses là qui me passent en tête quand tu dis ça. Il y a quand même cette question on a un peu l'impression d'être en flux poussé, on va dire, pour faire, Tout à fait. voilà. Exactement. On reviendra peut-être sur cette notion de flux tout à l'heure, mais parce que je crois bien qu'il existe un vrai flux, mais est-ce qu'il est poussé, tiré, et qu'est-ce que ça veut dire justement par qui il est poussé ou par qui il est tiré. Donc là, on est quand même plus dans une optique de flux qui me semble poussé, dans ce que j'entends. Et du coup, puisqu'il est poussé, et ça c'est vraiment du coup c'est un vrai lien avec le second élément sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est tout ce qui est résolution de problème. Alors la résolution de problème, hein, dans le Lean, c'est quand même la base de tout. C'est la base de l'apprentissage. Et donc, un problème, c'est bien un écart à une situation idéale. Et donc, pour voir le problème et voir cet écart à la résolution idéale, faut-il être justement en capacité de voir la situation idéale, ou en tout cas la situation normale, pour savoir si on est OK, pas OK. Quand on est done, et ce qu'on voit, je ne sais pas si dans ton tableau, on voit si on est OK ou pas OK en délai, en temps qu'on a mis, en ce qu'on s'était dit comme quel était le plan et est-ce qu'on est OK dans le plan ou pas. En tout cas, ça n'apparaît pas clair, pas si évident. Alors que, encore une fois, c'est bien ça la base du lean. Du coup, voilà, est-ce qu'on parle des problèmes dans l'agile, alors qu'on en parlait évidemment beaucoup dans le lean? Cécile, En fait, comment, ça c'est comment là c'est où on pris? commence à Ouais. avoir une petite différence. C'est que si on relit le manifeste agile, cette notion de résolution de problème n'est pas explicite. C'est pas contradictoire, hein, c'est pas explicite. Et on parle de façon plus explicite d'amélioration continue, mais le Lean est beaucoup plus précis sur cette histoire de résolution de problèmes. Et quand je dis plus précis, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire que l'amélioration se fait bien par les problèmes, la résolution des problèmes, et la résolution des problèmes nécessite de comprendre quand on est bon ou pas bon, et ça tire plein de choses. Mais il y a une deuxième dimension, c'est l'immédiateté de la résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'ambition de traiter les problèmes en flux. Pareil qu'on traite tout le reste en flux et de ne pas faire des stocks de problèmes. Et là, je pense que de facto, il y a des petits écarts avec l'agile parce que ça n'est pas explicite. Encore une fois, ce n'est pas contradictoire, mais comme ça n'est pas explicite, on va trouver plutôt un rythme à la fin de chaque sprint où on va regarder ce qui s'est passé, etc. Mais on en a perdu la dimension temps réel. Et chacun sait bien qu'au bout de 15 jours, les problèmes... Ouais, ils sont perdus. Ils sont perdus pour la patrie. Et ça a toujours été le souci. Donc, derrière la notion de dimension de résolution de problème, il y a cette notion de PDCA, qui est vraiment le cœur de la réflexion.
Alors, le PDCA dans le Scrum, on le retrouve à travers la notion de cycle, mais la résolution de problèmes, c'est beaucoup plus fin au niveau la précision de ce qu'on attaque et le temps réel sur les problèmes. Ce qui est d'ailleurs une des choses les plus difficiles à réussir en ligne. Oui, c'est pas parce que. Mais c'est au cœur de la démarche, en tout cas. Ouais, absolument. Donc, et on est d'accord pour dire que c'est pas forcément simple. Alors, par contre, si je vous écoute bien tous les deux, il y a quand même dans les deux. Tu voulais. Je veux bien ajouter un petit mot parce qu'effectivement, Thomas, bien ouais, sûr. parce que ça, moi, je trouve, enfin, ça, c'était un vrai moment de grâce, on va dire, quand j'ai découvert le Lean. Ça a été vraiment, effectivement, de tout à coup, de voir non plus le fameux board de management visuel comme un élément de suivi de projet, finalement, parce que après tout, hein, un board, c'est plutôt pour voir les tickets, voir si on a réussi à finir ce qu'il fallait, ce qu'on avait prévu. Ben, en Lean, en fait, le board ne sert plus à ça. Il sert à voir les problèmes. Et ça, au départ, je n'ai pas compris. En fait, je n'avais pas compris. Ouais, c'est pas évident. Parce que, et je ne le voyais pas. Pourquoi? Parce que justement, dans mes boards de Scrum, je ne voyais pas de problème. Je voyais des tickets qui avançaient, parfois péniblement, mais en tout cas qui globalement avançaient tranquillement vers la sortie. Et quand tout à coup, effectivement, en ligne, on comprend qu'en fait, on veut rendre visible les problèmes et que du coup, on va dédier des parties de ce board justement pour ce qu'on appelle les bacs rouges. Donc, c'est finalement ces tâches qui ont des problèmes de qualité sur lesquelles on a un problème. La spec, elle n'a pas le bon niveau de qualité, le code n'a pas le bon niveau de qualité, le test est KO, etc. On va mettre en évidence, on va passer notre temps à mettre en évidence, en rouge, évidemment, en bac rouge, parce qu'on veut que ça nous saute aux yeux, les blocages. Et ça va avoir un effet incroyable, c'est que tout à coup, on va parler des problèmes. On ne va plus avoir le même niveau de discussion. Et notamment au point du matin, on ne va plus avoir la même discussion. C'est plus qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Hier, j'ai bossé sur ça, puis aujourd'hui, je bosse sur ça. Ok, très bien. Le suivant, hier, j'ai bossé. Ok, très bien. Là, en fait, on va dire hier, j'étais bloqué, je suis resté bloqué pendant 1 heure. Heureusement, j'ai demandé de l'aide à mon collègue qui a pu me faire un petit dojo pour m'expliquer la petite code que je ne connaissais pas bien. Donc ça change vraiment radicalement. Et ça a un effet extraordinaire sur la performance des équipes. C'est juste incroyable. J'ai eu quelques équipes qui, parfois, dans les transformations agiles, qui avaient des problèmes de delivery, on va dire. Je me dis, rétrospectivement, si j'avais connu les bacs rouges, et cette capacité, comme disait Cécile, de s'arrêter, non pas à la fin de la rétrospective, c'est-à-dire 3 semaines après ou 2 semaines après, parce que 2 semaines après, c'est juste trop tard. En fait, le problème, on les a oubliés. Les équipes de dev, elles se souviennent de ce qui s'est passé. Comme tout le monde d'ailleurs, humainement, on se souvient de ce qui s'est passé dans les 3-4 derniers jours, mais ce qui s'est passé au tout début du sprint, on l'a tous oublié. Donc là, vraiment, on met en évidence les problèmes grâce à ce système de bac rouge. Ça fait partie de notre management visuel, ça fait partie de l'animation aussi autour des points du matin. On parle des problèmes, on est là pour les résoudre ensemble. Et puis, dernier truc, moi aussi, qui m'a changé la vie, c'est le fait de faire, comme tu disais, Cécile, des PDCA. Parce qu'effectivement, Scrum nous dit améliorez-vous. Alors, moi, j'ai des équipes qui étaient au sprint 123. Alors, les gars, ils se retrouvaient au sprint 123. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on améliore cette fois-ci? Écoute, globalement, ça s'est bien passé. Ouais, effectivement. Ouais. Bon, voilà. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on est un peu sec. C'est normal. Hein, Là, on a un truc rigoureux qui nous dit que tous les écarts, finalement, on doit s'y arrêter, on doit s'y intéresser. Et puis surtout, quand on a un problème, on a une vraie démarche scientifique. On ne va pas juste coller comme ça une idée préconçue, une sorte de solution qu'on vérifiera jamais. Moi, j'ai l'exemple typique que j'adore, c'est il y a eu un bug. Vous savez qu'en informatique, malheureusement, on a souvent des bugs. Il y a des bugs. Il y a un bug, il y a eu quelques bugs. Et puis alors, on commence à regarder, on commence à réfléchir, par exemple, à l'occasion d'une rétrospective. Et puis, donc, on se pose la question, alors qu'est-ce qu'on fait pour plus que ce bug arrive? Et puis, dans l'assistance, vous aurez toujours une ou deux personnes qui vont dire, moi, je sais, il faut qu'on fasse plus de tests. OK, alors donc, il faut faire plus de tests automatiques, plus de tests d'intégration, plus de tests manuels, etc. Donc, on imagine, pour une feature de 3 jours, on va passer 4 jours à tester. Jusqu'à ce qu'on se dise, mais attendez, le bug, il était dû à quoi exactement? C'est parce que Eric, il a un petit problème. Enfin, quand il a codé la transaction, en fait, il s'est planté, il n'a pas bien fermé sa transaction. Donc, on a un petit problème sur les transactions un peu complexes. En fait, on ne sait pas bien gérer les bornes de la transaction. Voilà. Et au lieu de s'intéresser à comment gérer proprement les bornes de la transaction, on va rajouter des paquets de tests. Et ça, c'est vraiment un réflexe. C'est pas qu'on n'est pas bien ou on est bête ou quoi. Hein. C'est nos biais cognitifs, c'est notre cerveau qui nous dit oui, c'est parce qu'on n'a pas bien testé en fait. C'est pour ça qu'on a laissé passer le bug. Alors que c'est vrai qu'aller chercher la cause racine, c'est un peu plus compliqué. Parfois, il faut aller démonter un peu ces idées préconçues. Mais par contre, on va aller couper le pied à la cause racine et ça ne reviendra plus parce que la personne elle aura appris un nouveau geste qu'elle ne connaissait pas. Et ça, encore une fois, c'est extraordinaire. On est vraiment dans le développement des personnes. Ouais. Et c'est vrai que notre cerveau nous joue des tours à tous et que si on n'en est pas conscient, on va vraiment dans nos tunnels, tout à fait, tunnels habituels très très vite. Exactement. Donc là-dessus, c'est vraiment, on est tous à la même enseigne.
Euh, du coup, bon, cette notion de résolution de problème est donc pas si présente dans l'agile, mais par contre, il y a quelque chose que je vous entends, ou en tout cas que j'ai entendu dans vos deux approches, enfin, dans les manières de parler de ces deux approches, c'est la question des flux. On regarde beaucoup les flux, on essaie de, voilà, on regarde l'avancée, c'est le truc anti-silo en fait, qui est très fort effectivement dans le Lean et qui est comment le produit traverse, le flux de produits ou de services traverse finalement l'organisation. On trouve la même chose en agile, là c'est ça, même si c'est pas exactement sur toute l'organisation que ce flux est traversant peut-être. Qui veut prendre la main là-dessus? Est-ce que ce Thomas qui a pratiqué l'agile, tu veux nous En faire tout cas, nous partager? je vais bien sûr laisser Thomas commenter, mais quand j'ai travaillé, quand nous avons travaillé avec mon équipe qui était donc Lean et Agile, Mm. j'avais dans mon équipe un super Agile, ça, c'était le référent du groupe. Et pendant 1 an ou 2, il était dans l'équipe, on se regardait, il ne savait pas trop le Lean, par quel bout prendre. Et puis bon, comme c'était la même équipe, on a beaucoup discuté, etc. Et au bout de 2-3 ans, on était vraiment on s'était mis d'accord sur un certain nombre de principes communs, mais pratiques. Et la notion de flux, c'était le fil conducteur entre les deux. C'est-à-dire qu'on avait vraiment identifié que travailler en flux, c'était vraiment la chose commune entre les deux. Même si effectivement le flux, souvent en Scrum, il s'arrête plus tôt que ce qu'on veut faire en ligne, hein. C'est la notion de bout en bout, mais Oui. en tout cas, cette logique de travail en flux et la notion de rythme, plus que la notion de tact d'ailleurs, parce que le tact, c'est quelque chose d'assez précis vis-à-vis du client. Et là, ça n'existe pas en agile. Par contre, ce qui existe, c'est la notion de rythme, de rythmer les choses de façon régulière. Et ça, on retrouve bien. Donc, c'était le point sur lequel on s'était bien mis d'accord que c'était notre socle commun. Alors, je ne sais pas si Thomas, tu retrouves ça. Oui, tout à fait. Effectivement, je trouve que, encore une fois, le Lean a une approche beaucoup plus précise. Effectivement, tu as raison, on a ce rythme qui est, en gros, le rythme du client, ce sera le rythme des sprints, hein. Donc, on espère que le client sera satisfait par la durée de nos sprints. Ça, il faut parfois se mettre d'accord avec lui. En Lean, on a cette approche beaucoup plus précise où, effectivement, on s'intéresse au flux avec le flux tiré, le web flow. Enfin, il y a tout un tas. On ne va pas rentrer dans tous les détails techniques. Ce n'est pas le lieu ce soir, mais effectivement, on a encore une fois un océan d'apprentissage qui nous vient d'ailleurs de l'industrie et sur lesquels on peut faire des parallèles extraordinaires, je trouve, avec le monde de l'informatique. Dans l'informatique, vous savez, on a ces deux grands flux finalement, qui est le flux de la construction de valeur, quand on est sur des évolutions, quand on construit du logiciel, et puis le flux de réparation. Et qui, en général, réparation, ce sont les incidents. C'est quand il y a un bug que malheureusement l'utilisateur a détecté. Et en général, ils ne sont pas sur la même temporalité. La création de valeur, on va être plutôt effectivement sur le rythme de la semaine ou du mois. Et puis sur la réparation de valeur, là, il faudra aller évidemment le plus vite possible. Il faudrait y réparer quasiment sans que l'utilisateur s'en ait rendu compte. Et donc là, encore une fois, je trouve que le Lean nous aide beaucoup à y voir plus clair parce qu'il y a cette notion de tact, effectivement. Qu'est-ce que serait le rythme idéal du client? Je pense qu'il y a un domaine, moi, je trouve, où c'est particulièrement pertinent, c'est sur la notion d'incident. C'est un vrai pain point pour toutes les équipes informatiques, hein, de mixer à la fois la création de valeur et puis la réparation. Et là, tout à coup, avec le Lean, je trouve qu'on a une façon de regarder ce flux d'incidents. Vous savez, avec la notion de stock, c'est-à-dire quel est finalement le stock, la dette finalement que l'équipe a à corriger, donc un certain nombre d'incidents à corriger. Il y en a 10, 15, 20, ça dépend des équipes. Et puis, il y a un volume qui entre. Il y a malheureusement des nouveaux incidents qui arrivent chaque semaine, voire chaque jour. Et puis, des volumes qui sortent également. Donc, il y a un volume in, un volume out. Et puis, il y a ce stock qui évolue. Et ça, c'est intéressant quand on arrive dans une équipe, c'est de leur poser la question, mais alors, il y en a combien d'incidents? Et en général, malheureusement, la réponse est, je ne sais pas, il faut que tu ailles voir dans Jira. Alors, Jira, c'est l'outil que beaucoup d'équipes informatiques utilisent. Donc, c'est écrit dans Jira, donc pas de réponse. Et après, tu demandes au deuxième, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a pas mal en ce moment, il y en a pas mal. Et puis après, Oh, le pas tant que troisième, il y en ça a quand beaucoup. même. Voilà. Pas tant Et que le troisième, ça. Il y en a eu il n'y en a pas tant plus. que ça. Voilà. Et puis après, voilà, après, passer un petit peu de temps justement dans Jira, faire les comptages, essayer de comprendre ce qui est vraiment un incident, ce qui n'est pas un incident. On arrive au vrai chiffre, c'est 63 ou 92. Et puis, ça a l'air de rien, mais à partir du moment où on sait que c'est 63 le nombre d'incidents, on commence à mesurer les choses, en fait. On commence à factualiser une situation, qui est une dette technique par rapport à notre client. Et puis, du coup, à mesurer aussi ce qui rentre chaque semaine. Chaque semaine, il y en a, malheureusement, il y en a 2 nouveaux qui rentrent. OK, donc il y en a 63, il y en a 2 nouveaux qui rentrent chaque semaine. Et on en corrige combien par semaine?
Oh, bah, ça dépend. Deux, des fois, on en a à faire trois. Voilà. Et vous voyez que là, tout de suite, on commence à se dire, bah, en fait, oui, en fait, j'ai un flux qui rentre. Si je descends de mon stock d'incidents de 63 à 50, puis à 25, puis à 10, en fait, il faut que je trouve mon tact, il faut une fois que je trouve mon rythme. Et donc, je vais devoir corriger 4 à 5 incidents par semaine pour réussir petit à petit à descendre la montagne. Voilà, je trouve qu'il y a des Si je ne approches en suis fait, qui sont pas, très bah, je fais de intéressantes. la… Et cette notion de tact, là, vraiment, c'est une différence. Autant on pense bien flux, on a une logique de flux. Ouais. Cette notion de tact, c'est là où se fait la différence. Et c'est vraiment l'outil d'une puissance incroyable. Hein. On dit toujours qu'on commence par calculer le tact dans une usine. C'est d'ailleurs très drôle comme on peut faire plein d'analogies, comme le dit Thomas, entre l'usine et le soft. C'est incroyable. Et ça a l'air artificiel comme ça. Puis en fait, quand on regarde, non, c'est très, très puissant. Et comment on utilise cette notion de tact pour identifier la taille de nos tuyaux, ce que j'appelle la taille de nos tuyaux. Hein. C'est la même chose qu'en prod, comment on fait notre planif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes, ça fait 10 équivalents, ok, très bien, mais dans ces 10 personnes, c'est quoi la taille de chacun des tuyaux de ce qu'il y a à faire? C'est pas juste je pousse dedans. Hein, Et quand on a ce tact, ben, effectivement, on est capable de se dire, il faut qu'on traite 5 incidents par semaine. Ok, ben… Ah, Olivier, il nous met Et la c'est le son et une jolie musique. Donc là c'est le petit plus. Et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est intéressant, ce qu'on discute depuis tout à l'heure, hein, c'est qu'à chaque fois, en fait, le lean amène une certaine dose de précision. Et je crois vraiment, et j'ai pu apprendre en lean d'ailleurs, que cette notion d'amélioration continue, on arrive toujours à un plateau. Quand on fait de l'amélioration, waouh, génial, parce qu'il y a plein de trucs à ramasser, puis on est sur le plateau. Et pour sortir du plateau et remonter dans l'amélioration, on a besoin de précision. Et là, les outils du Lean sont beaucoup plus fins pour amener cette logique de précision qui n'est pas formelle dans les approches agiles que je connais. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment super intéressant et en même temps, alors, je vais dire ce que je vois, c'est l'agile a pris des choses du lean ou a construit des choses, mais effectivement, c'est comme si c'était pas allé jusqu'au bout. Il y a une espèce de truc un peu comme ça je ne sais pas si je vais choquer des agilistes sans doute en disant ça. C'est juste en vous écoutant et surtout Thomas qui dit on commence à faire ça et puis après on passe à l'autre, on met un peu plus de choses, de contenu, de précision, de notions avec le lean et on va un cran plus loin, quoi. Voilà, il y a une espèce de truc qui se dessine comme ça qui m'apparaissait pas moi Et si évidente. en même temps la naissance, effectivement, hein, le Lean 97, Manifeste 2001, le mot Lean. Hein. Mais par contre, il y a un historique du Lean qui est beaucoup plus Oui, c'est clair. ancien, qui a permis De faire d'aller dans ce truc-là. beaucoup Hein, plus en profondeur, beaucoup plus en bien sûr. profondeur. Ouais, c'est clair. Donc, les circonstances ne sont pas les Ouais. mêmes. Ah Mais oui, c'est absolument. vrai que moi, pour avoir discuté avec plusieurs patrons de boîtes dans la tech, Mm. il dit souvent, bah voilà, on a démarré en agile et puis on est arrivé à un espèce de plafond. Et là, le Lean nous a ouvert des trucs Oui, c'est ça. vraiment différents. Et quand on regarde un peu plus près, il y a ce notion de précision. Précision dans le fait qu'on traite les problèmes beaucoup plus rapidement, qu'on en fait un flux, on cherche, on a un idéal, c'est de ne pas avoir de dette technique. Et ça, c'est vachement difficile à vendre à des équipes commerciales. Bah, Hein. c'est Ils disent, clair. non, mais la dette technique, c'est Ouais. juste, c'est Impossible, normal. ouais. De ne pas avoir de dette Ouais. technique. C'est quand même un des rêves du lead. Ouais. Alors, dans tout ça, quel est le rôle du manager? Parce Alors que là, alors, dans le Lean, s'il a bien un rôle, c'est vraiment celui d'être en soutien de ses équipes en permanence, de développer les compétences, de challenger, le et manager, vraiment, et alors ça, je parle de mon expérience, mais j'ai partagé avec d'autres gens. J'ai quand même connu pas mal d'endroits où les managers, avec les équipes agiles, ils ne savaient plus où ils habitaient. Hein. Ils ne savaient plus à quoi ils servaient. Et le Lean leur redonne, mais vraiment clairement,
un rôle Une très, très... place, ouais, une place. Et Ouais, quand ouais. on dit beaucoup en ligne, enfin, une des façons d'exprimer les choses, parce qu'il y en a plein, c'est de dire on passe d'une vision commande et contrôle à une vision Mm, orientée support, mm, c'est-à-dire mm, plutôt que d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils n'ont pas obéi et si ça ne marche pas, c'est de leur faute. Euh, on va plutôt les orienter là où on doit aller et leur apprendre à découvrir où sont les problèmes et à les régler, parce que c'est la meilleure façon d'être agile, hein, pour en revenir à cette notion d'agilité. Donc là, du coup, le management reprend vraiment un rôle de chaîne d'aide. C'est-à-dire comment on passe d'une chaîne de contrôle à une mm. chaîne d'aide. Par rapport à la notion d'endon, ou ce que je disais de traitement de problèmes en temps réel, comment le management est vraiment là pour faire ça. Alors que, et encore une fois, ce n'est pas écrit dans le manifeste, mais as a consequence. Moi, j'ai connu plusieurs équipes agiles, Mm. c'est à deux doigts qui mettaient leur chef dehors en disant hey, oh, nous, on est self-organized, lâche-nous les baskets. Et les managers, ils ne savaient plus trop, ils n'osaient pas, quoi. Enfin, ça devenait Mm. très compliqué. Donc, moi, là, vraiment, j'ai vu pas mal de cas où le management retrouvait un rôle qui n'était d'ailleurs pas celui qu'il pensait avoir avant, hein. C'est-à-dire Oui, qu'on parce que change aussi profondément le rôle du management en passant de commande et contrôle à orienter support et en passant de chaîne de contrôle à chaîne d'aide, ça change profondément les choses. Mais au moins, c'est un rôle clair et vraiment important. ouais. C'est vrai que moi, pour enfin, les équipes agiles que j'ai croisées, et encore une fois, c'est une expérience très réduite, mais j'avais l'impression qu'il y avait des rôles assez clairs sur un certain nombre de choses à faire. Enfin, on reviendra peut-être sur le product owner ou voilà, le Scrum Master, etc. Mais le manager là-dedans, c'était pas très clair pour moi, en tout cas. Donc, je ne sais pas si c'est aussi lisible et si son rôle est aussi lisible, en tout cas, que ce qu'il est en ligne. Et alors, Cécile a l'air, en tout cas, d'imaginer qu'il n'est pas, il est pas si clair et qu'il peut même disparaître presque ou je sais pas, se dissoudre dans l'équipe. Thomas, toi qui l'as expérimenté, du coup, comment tu t'as vécu ça? Oui, non, je pense que c'est vraiment, je te rejoins complètement, Cécile, sur le point. C'est vrai que les managers sont un peu perdus dans ces grandes transformations agiles là, qu'on a vues sur ces dernières années. Et moi, j'ai l'impression, enfin, peut-être que j'évolue en ce moment beaucoup dans l'écosystème des startups, donc peut-être que c'est aussi un biais de ce que je vois autour de moi. On est en train de revenir un peu finalement de ces Scrum Masters, Product Owners à tout va, et on revient finalement sur une vraie fonction de team leader qui est justement là pour répondre à montrer la vision, montrer un peu le chemin, l'ambition, et soutenir évidemment et former sur le terrain, avec par contre un rôle éventuellement de facilitateur qui peut par exemple être délégué à quelqu'un de l'équipe qui va plus se jouer un peu le gardien des cérémonies, garder un peu effectivement l'organisation telle qu'elle est. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, les premières grandes transformations que j'ai pu voir entre 2015 et 2017-2018, c'était très très dur pour les managers qui se retrouvaient exclus et puis effectivement qui perdaient complètement la vision de ce qui se passait, qui ne savaient plus quel était leur rôle dans tout ça. Alors c'est vrai que Scrum couvre pas du tout le rôle du management, c'est vraiment quelque chose qui est complètement hors scope et ça peut même créer parfois enfin, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que manager, c'est un vrai métier, c'est un vrai métier qui est super difficile. J'essaie de l'exercer, d'être un manager lean chaque jour et c'est vraiment très très difficile. Mais c'est vraiment important. Et l'organisation, avoir ce recul sur les équipes, voilà, parfois on prend plein de décisions complètement idiotes en rétrospective. Moi j'ai vu plein d'équipes qui prenaient des décisions vraiment complètement à côté de la plaque, quoi, vraiment. Parce que c'est pas grave, mais ils sont jeunes, voilà, ils ont juste 23 ans, 24 ans des fois, et Oui. ils n'ont pas du tout d'expérience, et donc ils vont tomber dans tous les travers dans lesquels moi je suis tombé depuis que je bosse. Et on est là justement pour les soutenir et pour parfois les orienter aussi justement non pas sur la solution, mais en tout cas les faire réfléchir sur les vrais bons sujets. Voilà. Ce qui est voilà, qui est pour moi le Et vrai rôle d'ailleurs, du leader. pour moi, ça rejoint un autre point de différence ou en tout cas de dérive. Parce que ce n'est pas non plus écrit dans le manifeste, mais c'est la notion de métier. Parce que pour moi, un manager d'une équipe de développement, que ce soit du développement d'ailleurs software, hardware, porte la responsabilité du développement du métier. Et ça, c'est un truc en ligne sur lequel on est. D'ailleurs, à chaque fois qu'on commence de parler, d'expliquer aux équipes et aux managers que, attendez, de toute façon, le métier, c'est au cœur et qu'on va revenir sur le métier, etc., les gens ont la patate. Hein. Parce que, enfin, des gens qui ne viennent pas leur parler uniquement de processus, mais qui reviennent au cœur du métier.
Et le rôle du management, il est là. Et quand ce management est un peu perdu en agile, ben, j'ai pu voir moi aussi des moments, et c'est une dérive, hein, mais où faire du bon code, c'est un truc dont on ne parlait plus du tout. Hein. C'est juste, ça avait disparu, quoi, la notion d'avoir du bon code. Or, mince, quoi, quand même, c'est le cœur du métier aussi. Il y a C'est Yann. lié à cette histoire de manager d'ailleurs. Mais en tout cas, pour moi, ça, comme le métier fait partie des responsabilités du manager, j'associe les deux. Il y a Yann qui nous fait une remarque, alors enfin, en tout cas qui me parle, je vous la livre, hein, qui dit historiquement, les méthodes agiles ont une posture anti-management héritée des idées autour de l'empowerment en vogue dans les années 80 quand les signataires du manifeste sortaient de l'université. Donc effectivement, l'idée de, alors c'est peut-être pas l'entreprise libérée, mais non, il y c'est a le un truc. self-organize. Voilà. Et ça, c'est une différence d'ailleurs sur laquelle j'ai pu avoir des discussions assez chaudes avec des copains agilistes, la différence entre autonomie et self-organization. Hein. Alors, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'agile et qu'est-ce qui est de l'ordre du lean? Ou est-ce que c'est la même chose sur ce sujet-là? Le lean parle d'autonomie et le manifeste agile de auto-organisation. Et là, on s'est bien battu avec des potes pour dire que pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, comment tu les différencies ou comment, enfin, l'un ou l'autre, vous les différenciez? Oups. Faire une émission sans Maxime. Olivier. Alors, je vais enlever ton micro. Voilà, je lui ai désactivé le son de manière autoritaire. Je sais pas, Thomas, mais il a l'air de revenir, hein, son son, de manière très autoritaire aussi. Hein. Aussi, ouais. La différence, moi, je sais mieux ce que c'est que l'autonomie. C'est-à-dire que, enfin, je sais mieux ce que c'est. Non, j'ai plus travaillé sur ce que c'était que l'autonomie. Et quant à dire que je sais, ça serait très, très ambitieux. Mais en tout cas, l'autonomie, pour moi, ça regroupe d'abord, on est autonome à faire quelque chose. On n'est pas autonome dans l'absolu. Comme j'ai pu entendre des personnes me dire, ah bah l'équipe, il y a des trucs pour lesquels ils sont autonomes. Non, ils sont autonomes à faire quelque chose. Et ensuite, derrière cette notion à faire quelque chose, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, qu'ils savent comment le faire, que quand ils sont capables de s'autocontrôler, de savoir quand ils ne sont pas bons. Et puis, il y a aussi une notion de cas de figure. C'est-à-dire, le rôle du management en développant l'autonomie, c'est de développer le nombre de cas de figure. Pour une même activité, en fait, il y a plein de cas de figure. Donc, pour moi, c'est novice expert, il y a quand même cette idée. De l'autonomie. Alors que pour moi, et dans l'expérience que j'en ai, l'auto-organisation, ça rejoint exactement ce que dit Yann. C'est le rejet du management, c'est laissez-nous tout seuls. Et on se débrouillera sans vous, c'est ça. On n'a pas besoin de vous, on est auto-organisé. Peut-être que Thomas a une expérience différente. Ouais. Non, encore une fois, on est tout à fait en phase. Moi, effectivement, c'est un peu le travers, on va dire, c'est un des travers. On va peut-être parler un peu de dark agile ou justement, malheureusement, de l'agile un peu administratif et bureaucratique qu'on voit un peu se développer, malheureusement. Et c'est vrai que du coup, on a des cas comme ça, effectivement, d'équipes qui sont très égocentrées sur leurs problématiques à elles. Elles résolvent leurs problèmes d'organisation lors du daily. Ça, c'est très, très important de savoir de quoi on parle dans les rétrospectives, de quelle durée, qui l'anime, etc. Mais à aucun moment, effectivement, on se pose la question, est-ce que le client est satisfait? Est-ce que le lead time sur les 3 derniers sprints, il était OK? Voilà. Est-ce que les revues de code, c'est de mieux en mieux? Est-ce que le code qu'on produit, il y a de moins en moins de bugs? Enfin, et du coup, encore une fois, le juge de paix dans tout ça, c'est vraiment est-ce qu'on est en train d'améliorer la satisfaction de nos clients? Est-ce qu'on est en train d'accélérer notre cycle de développement? Est-ce qu'on est en train d'améliorer la qualité? En fait, tant qu'on est d'accord sur ces objectifs-là et sur les features à développer, on va dire les specs à développer qui nous viennent du produit, on peut laisser beaucoup de marge de manœuvre. Moi, en tant que manager, je ne cherche pas à contrôler chacune des colonnes et j'ai des équipes, par exemple, qui n'ont pas du tout les mêmes managements visuels. Et ça ne me dérange pas du tout. C'est très bien parce qu'ils ont tous chacun leur maturité, ils font tous leur exploration. Il y en a qui sont très fortes pour développer des applications avec beaucoup de front, d'autres sur la partie PAC, etc. Enfin, chacun, c'est une histoire différente. Et donc, on ne peut pas chercher à faire du copier-coller.
d'une équipe à l'autre. Ça, c'est absolument impossible, ce serait complètement idiot. Mais pourtant, c'est parfois dans la tête de beaucoup malheureusement, de direction ou de managers, parfois, qui voudraient, une fois qu'ils ont trouvé un bon modèle de Kanban dans Jira, on copie-colle partout et tout le monde est pareil. Et mais non, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. C'est parce que chaque équipe, d'abord, elle a un domaine différent. Et quand on fait des tableaux de bord pour la finance, ce n'est pas la même chose que de faire une application mobile ou une application embarquée. Donc, c'est des cycles de développement, des process de développement qui sont très différents. Et puis surtout, l'équipe, elle va vivre quelque chose. En fait, elle va vivre un certain nombre d'apprentissages. Et encore une fois, ce management visuel, il lui sert à mettre en évidence les problèmes, les choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, voilà. Et donc il faut les laisser apprendre à leur rythme. Et donc, forcément, il faut laisser de l'autonomie. Ça, je pense que pour moi, c'est vraiment, vraiment essentiel. À partir du moment où on est d'accord sur le juge de paix, c'est le client. Voilà. Donc, voilà, il y a une intention à un grand or. Ouais, exactement. On a une remarque de Jean-Marc. Oui, je voyais la remarque de Jean-Marc et je redis ce que j'ai dit au début. Hein. Le fait de plus s'intéresser à la qualité du code et à faire du beau code, c'est une dérive. Hein. Pour moi, c'est une dérive. Et je fais une hypothèse assez claire sur la raison de cette dérive. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'il y a des gens qui reviennent sur le beau code parce que d'ailleurs, j'ai connu un certain nombre de gens qui parlent des débuts de l'agile avec des tremblements dans la voix en disant à l'époque, c'était trop bien, on faisait du beau code et tout. Maintenant, on a perdu le truc et ça me fait mal au bide. Et je pense que cette dérive est liée à une difficulté que l'agile, enfin que le Scrum en particulier fait face, mais le Lean aussi, qui est quand on transforme le truc en processus. C'est-à-dire, l'objectif devient de faire des sprints, de faire des trucs, mais de plus en plus loin de faire un produit. Et en ligne, on a les mêmes difficultés. Hein. C'est-à-dire, quand on tombe amoureux du bazar et qu'on transforme ça en rituel, mais au sens le plus mauvais du terme, c'est-à-dire… Et le changement pour le changement, la démarche ça devient, pour la démarche. voilà, c'est comme ça, et puis il faut faire des AIC, et puis il faut faire machin, et puis ben, où est le beau métier, où est le beau geste? C'est pour ça que moi, j'insiste autant sur revenir sur le beau geste. Et il y a un autre point qui est un écart, là, pour le coup, vraiment, entre le Scrum et le Lean, c'est la séparation du produit et du process. Oui, alors ça, c'était… Pour faire vraiment du beau geste, il faut… la conclusion qui est en ligne, c'est qu'il y a un personnage fondamental, ce qu'on appelle le chief engineer. Alors, je vous ai dit que Landon et la résolution de problèmes en temps réel était la chose la plus difficile à faire, mais le chief engineer, c'est pas mal non plus en termes de difficulté. Hein. Je veux dire que le lean, c'est difficile. C'est la personne qui, à la fois, assume la responsabilité du produit en tant que vraiment représentant du client. Il comprend le besoin du client et donc la traduction, puisque le produit, c'est le machin qui va régler le problème du client. Mais en même temps, il a la responsabilité du process. C'est-à-dire que et on ne sépare pas le produit et le process. Or, quand on parle de Product Owner et de Scrum Master, par définition, on a séparé le produit et le process. Et ça, c'est une grosse différence. Entre le lean et l'agile, c'est que cette séparation de produit et process, elle est vraiment, on cherche à l'éviter au maximum avec le chief engineer, parce que le produit et le process sont en interaction absolue. Les choix techniques qu'on fait dans le produit ont un impact sur le process et la façon de faire le produit va avoir un impact sur le produit. Donc, séparer les deux, c'est prendre le risque que ça diverge. Et d'ailleurs, le pire que j'ai vu en termes de divergence, c'est quand il y a trois acteurs, hein, entre celui qui sait, qui a la connaissance technique, celui qui décide et celui qui s'occupe des plannings. Donc, il y en a un qui a les sous, un qui gère le planning et l'autre qui fait la technique. Et ben, je peux vous dire, ça diverge grave. Il y a des grandes chances qu'on n'aboutisse pas exactement grave. à ce qui était… Et l'enjeu en ligne, c'est de revenir. C'est pour ça que c'est si difficile d'avoir des bons chief engineers. Parce qu'il faut qu'ils aient à la fois la compétence d'assumer ce produit et la compétence d'être capable de choisir le process. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils savent tout faire et que ce sont des hommes orchestres, mais par contre, c'est des chefs d'orchestre qui ont cette double casquette. Ça, c'est un écart majeur avec le Scrum. Et c'est un écart majeur, alors plus globalement, à
au type des organisations qu'on a dans les classiques. Voilà. J'ai envie de Donc, dire, il n'y a pas que le Scrum qui sépare le projet voilà. du process, hein. Voilà. Donc, c'est Voilà. plutôt Mais c'est une très clair. exception. Voilà. Dans C'est le une Scrum, exception. c'est très clair, quoi. Ouais. Et vraiment, chacun a son champ de responsabilité qui sont disjoints. Et là, moi, je trouve que c'est embêtant. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on finit par perdre le goût du beau code. Ouais, ben, oui, en tout cas, la vision de pourquoi on est là, etc., quoi. Une réaction, Thomas, à cette, voilà, Non, c'est cette marrant parce que haut-là pour l'univers du beau. le chief engineer. Ouais, tout à fait. Ouais, moi, j'ai eu l'occasion d'essayer d'endosser ce rôle de chief engineer dans quelques OBIA du coup informatique. Et c'était effectivement un rôle passionnant, mais effectivement combien difficile. Et puis c'est juste un point, c'est marrant parce que cette notion de beau code, c'était effectivement ce qui nous animait tous. Moi, quand j'ai commencé l'agile en 2009, c'était un truc qui a vraiment changé ma vie. Et effectivement, on était obsédé par faire du beau code. Dès qu'on avait un truc à montrer, la moindre le petit bout d'application, on se précipitait devant notre client pour lui montrer et lui dire alors ça te plaît, c'est ça que tu voulais. Ouais, c'est ça. Bon, on continue, on fait l'écran suivant. Et c'était des allers-retours comme ça incessants. Et c'était effectivement assez magique de savoir cette passion pour la technique et en même temps pour le design, pour l'architecture, et en même temps d'avoir la possibilité de montrer très rapidement dans des cycles très itératifs et d'avoir le petit étoile, la petite étincelle dans l'œil du client. On se disait là, c'est bon, on a marqué un truc. Et voilà, mais c'est vrai que entre ces débuts et puis ce qu'on voit aujourd'hui, où forcément on a des déploiements qui sont à l'échelle moi j'ai vu des déploiements sur 2000 personnes dans des directions informatiques. Bon, là, c'est plus du tout les mêmes, on n'est plus du tout sur le même sujet. On est super passionnés tous les deux et c'est vrai que je suis sûre que tu avais plein d'autres questions, mais Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on va faire un petit tour et on peut dépasser les 22 heures s'il faut. Mais il y a Olivier Caron qui dit aurons-nous le temps pour un tour de réaction? On va en faire un tout de suite. Ça serait vraiment intéressant d'avoir un tour de réaction. Absolument. Donc, ceux d'entre vous qui ont des questions, des remarques, des réactions, n'hésitez pas. Voilà, poser, alors peut-être pas tous en même temps, mais au moins là, on a Olivier qui est là et qui a sans doute des choses à rajouter ou à compléter. Énormément, Voilà. énormément. Dis-nous. Déjà, un très, très grand merci parce que je trouve ces échanges extraordinaires, très, très riches. Et venant du monde de l'agilité, j'ai eu envie de réagir à peu près sur toutes les phrases. Et j'étais en train de me dire que finalement, je ferais le même exercice dans une communauté agile à leur demander de parler de Lean. On aurait autant de choses. Vous feriez des bons incroyables sur le nombre de choses. Voilà. Première chose que je veux vous dire, c'est l'agilité n'est pas que le Scrum. Et on peut très bien, voilà, clairement, le Scrum, c'est une toute petite partie de l'agilité et c'est un monde qui est beaucoup plus vaste. Et effectivement, on ne peut pas restreindre l'agilité à juste la pratique du Scrum parce qu'effectivement, d'expérience, on peut très bien faire du Scrum sans être agile, dans le sens, alors chez nous, c'est ce qu'on appelle le cargo culte, c'est-à-dire c'est cette frange, et ça doit être pareil dans le Lean, j'imagine, c'est cette frange de personnes qui s'imaginent qu'en appliquant une méthode, on va être, voilà, vous voyez, moi, j'applique le Scrum, donc je suis agile. On a la même. Hein. L'agilité, ce n'est pas appliquer à une méthode, c'est quelque chose de beaucoup plus, voilà. Et c'est important de se dire, il y a beaucoup de choses. Et je pense que on ne peut pas opposer dans la discussion, dans le débat, de se dire c'est le Lean ou qu'est-ce qui est mieux, est-ce que c'est Lean ou est-ce que c'est l'agilité, parce que pour moi, ce n'est pas du tout forcément sur le même plan que ça se passe. Ce n'est pas la même intention derrière l'agilité, derrière le Lean. Et notamment, dans les discussions que j'ai pu entendre, il y a eu beaucoup d'opposition. Quand on parle, par exemple, du Scrum, c'est une méthode de développement, c'est une méthode de projet. Je n'ai pas idée d'appliquer du Scrum dans une équipe de production, par exemple. Voilà, donc effectivement, quelqu'un qui aurait l'idée d'appliquer un modèle Scrum dans une équipe de production en nommant un product owner et tout ça, je serais très étonné de voir ce que ça peut donner, mais je ne suis pas très confiant là-dessus. Ça ne donne pas grand-chose. Hein. Voilà, mais bon, pourquoi pas. Ce qui est certain, c'est que là où il y a beaucoup de complémentarité dans la chose, c'est que pour moi, l'agilité, elle va permettre à une équipe, que ce soit une équipe de projet, une équipe de production ou une équipe même dans le tertiaire, d'arriver à continuer à délivrer de la valeur pour un client. Donc, ça nécessite de savoir c'est qui mon client et c'est quoi de faire de la valeur pour lui. C'est quoi la valeur pour lui qu'on peut délivrer. Donc, c'est de permettre de délivrer de la valeur à un client, même dans un environnement qui devient de plus en plus. Alors, vous utilisez le terme d'imprévisibilité. Nous, on utilise beaucoup le terme d'incertitude, de volatilité, de complexité, d'ambiguïté. Plus on avance dans ces environnements-là, plus il est difficile souvent pour les équipes d'arriver à délivrer quelque chose. Et c'est ce à quoi les équipes notamment, vous parliez dans l'informatique, se confrontaient avec des besoins
finalement d'un client qui bougeait tout le temps parce que on va dire les contraintes du marché faisaient que les fonctions arrivaient au fur et à mesure du développement et on ne pouvait plus partir d'un cahier des charges initial développé pendant 18 mois et arriver à un résultat qui satisfaisait tout le monde. Tout se passait pendant 18 mois. La concurrence sortait une nouvelle fonction qui n'existait pas avant, qui plaisait à tout le monde. Donc, le client revenait en disant non, moi je veux ça, je veux cette caméra-là que je ne vous avais pas demandé au début. Donc, arrêtez tout et mettez-moi une caméra. Et il a fallu apprendre et c'est une des intentions de l'agilité, de permettre à ces équipes-là d'être adaptables au maximum, de s'adapter finalement au changement qui est une contrainte dans ces environnements VUCA, en fait. Et pour vous donner juste une illustration de la complémentarité pour moi du Lean et de l'agilité, c'est justement la notion de résolution de problèmes. J'ai connu d'expérience par rapport à ce que j'ai pratiqué avec mes collègues du Lean, des équipes qui effectivement rencontraient en production, relevaient des écarts, des problèmes et sortaient des fiches. Alors, chez nous, ils ont appelé ça des A3, c'est le format du papier sur lequel dessus ils projetaient quel est le problème, en quoi le problème, d'identifier les routes causes et ensuite de tacler les routes causes dans un plan d'action en disant une fois qu'on aura taclé toutes les routes causes, notre problème devrait être résolu, on vérifie, on mesure et on est content. Ça va très bien pour moi dans des situations, on va dire, ce qu'on appelle, alors c'est le modèle de Sinfin ou Sinfin, je ne sais pas comment on dit exactement. Kanagan. Et c'est un modèle qui exprime simplement, qui dit il y a des situations il y a des problématiques qui sont simples, où il y a une cause et un effet et on fait le lien rapidement entre les deux. Il y a des situations compliquées où le lien entre la cause et l'effet est beaucoup moins clair, où là on a besoin faire intervenir des experts qui puissent justement aider à analyser pour faire ce lien-là. Et puis après, il y a le monde de la complexité, des problématiques complexes sur lequel, alors là, faire le lien entre la cause et un effet, plus personne n'est capable de le faire. Là, on rentre dans l'inconnu, dans l'exploration, et c'est là où effectivement on a besoin de cette agilité-là, où on n'est pas simplement à tacler des routes causes pour résoudre un problème, on est forcé de trouver des solutions qui sont différentes, d'aller chercher des solutions différentes. Et l'agilité, elle est là pour aider dans ces situations-là, d'aller chercher ces solutions différentes que ne nous permettent pas d'autres méthodes qui s'appliquent plus. Voilà. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de dire c'est le Lean ou l'agilité, c'est vraiment le contexte qui nous dit il faut être plus ou moins agile dans telle situation. Et il y a des situations dans lesquelles on n'a pas le choix, on a besoin de rentrer dans ce monde de l'agilité, dans cet esprit, alors on va parler d'effectuation, de choses comme ça, pour pouvoir avancer, trouver des solutions et délivrer. Et d'expérience, moi j'ai beaucoup accompagné des équipes, notamment en affaires réglementaires, en qualité, sur du changement justement c'était des équipes à la base qui venaient me voir parce qu'elles n'arrivaient plus à produire, elles n'arrivaient plus à travailler, parce que justement, elles me disaient ça change tout le temps. On a des gens qui nous demandent des choses tellement différentes, même nos managers changent, tout change tout le temps. Et au lieu de leur dire, on ne va pas simplement vous apprendre à faire cette adaptation, on va vous apprendre finalement un état d'esprit qui va vous permettre de vivre dans ce monde qui est en changement permanent maintenant et de continuer d'arriver à travailler, à trouver de la satisfaction. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de doute. On est d'accord, voilà. On est dans les intentions. Simplement, là, on n'a vraiment plus le temps parce que le temps passe, mais c'est un sujet où on pourrait y passer des heures et je pense que ça mériterait. Et d'ailleurs, on a choisi à l'ILF d'y passer une journée complète. C'est-à-dire que le 10 mai, on va faire une masterclass autour de ces questions. Qui n'est pas encore monté, on travaille, et ce webinaire était un petit peu pour moi un teaser ou une façon de commencer. Ou un lancement des réflexions aussi, lancement, n'exagérons pas, on a déjà un peu réfléchi, mais voilà, une première parce mise en bouche. qu'effectivement, il y a toute, on pourra y passer toute une journée, je pense, parce qu'il y a plein de choses dans ce que tu dis, il y a les intentions qui ont été souvent galvaudées, mais sans doute par manque de précision aussi, qui fait qu'on est parti. Il y a le fait qu'on assimile les méthodes agiles au Scrum, ce qui est loin d'être le cas unique, mais par contre, beaucoup de gens assimilent les méthodes agiles au Scrum. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé du Scrum. Il y a le fait que, comme je le disais au début, pour moi, la façon dont on prend le sujet en ligne, c'est est-on capable d'identifier ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait sur les clients, ce qu'on sait sur la technique, ce qu'on sait sur les autres de l'entreprise. Et comme il n'y a pas pire que ce qu'on ne sait pas, déjà le premier travail, c'est de clarifier ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on croit savoir, et de voir quelle est la façon de travailler la plus appropriée
à la nécessité d'acquérir un certain nombre de connaissances. Et en fonction de ça, on se retrouve avec des approches qui peuvent être totalement différentes. Hein. Je reprends rapidement, sans rentrer dessus, mais sur le Set-Based Concurrent Engineering, qui n'a rien à voir avec une approche itérative et incrémentale, pour le coup, et qui est vraiment faite pour le cas où je sais, mais je ne sais pas faire. Je sais ce qu'il faut, mais je ne sais pas faire. En fait, Donc, ce que j'entends dans voilà. ce que dit Olivier, c'est vraiment dans quel cas, comment on identifie ce besoin de connaissance et par rapport à ça, quelle est l'approche la plus appropriée. Ce que j'identifie dans ce que dit Olivier, il me semble, c'est que l'agile comme le lean, c'est aussi une façon de penser son job, et c'est pas qu'une boîte à outils avec des rendez-vous, des rituels, des machins, trucs qui peuvent en plus être dévoyés comme dans toute démarche, hein. Mais que là aussi, il y a l'idée d'état d'esprit, de comment on se met en mouvement pour réagir et pour agir et pour réfléchir dans un environnement incertain. Et la difficulté que le Lean et les méthodes agiles que je connais ont est la même, c'est que pour mettre les gens en mouvement, il faut leur donner des pratiques et que quand on fait de ces pratiques un objectif, on commence à déconner grave. Quand la pratique devient l'objectif. Ouais. La pratique est là pour faire sonner des choses dans la tête des gens. Et si c'est la pratique qui devient l'objectif, eh ben c'est une cata. Et je l'ai vu pareil en Scrum et en Lean. Hein. On tombe amoureux du bazar. C'est les mêmes dérives. Ouais, c'est la même. Alors, juste, il y avait une question de Diane tout à l'heure, alors donc on a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais que peut-être qu'on peut juste revenir, sur laquelle on peut revenir, qui est l'idée de le Lean, c'est le dirigeant qui le porte, versus l'agile, où je ne sais pas, enfin, on parle d'entreprise agile, mais c'est un concept encore plus large peut-être que les méthodes agiles, enfin, il me semble. Hein, là, c'est vrai que c'est une différence aussi. Et encore une fois, il n'y a pas de contre-indication à ce que le dirigeant s'intéresse aux méthodes agiles. Hein. Il y a absolument. Contre-indication. Mais c'est pas fait intrinsèquement. Voilà. C'est pas fait intrinsèquement pour ça. Je ne l'ai jamais vu, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Attention, parce qu'il y a une grosse différence entre une entreprise qui est dans la tech et dont le métier, c'est de faire du soft, et les entreprises que je connais mieux, où le logiciel fait partie de la palette des métiers, mais n'est pas le seul métier. Et donc forcément, ça amène aussi des choses différentes. Mais c'est vrai que le Lean, c'est d'abord comment le dirigeant va changer son état d'esprit pour permettre de changer l'état d'esprit. Passer de commande et contrôle à orienter support, ça ne se fait pas tout seul. Et ça ne se fait pas à un seul endroit de l'organisation. Ça ne se fait pas à un seul endroit. Ça. Et si ce n'est pas tiré par le dirigeant, il y a peu de chances que ça aille très très loin. Donc là-dessus, c'est vrai que le périmètre est quand même sans doute un peu différent, à l'exception des boîtes qui sont effectivement dans la tech et dans le métier global et le développement du logiciel. Ouais, mais par contre, quand on est sur des développements de systèmes, par exemple, de systèmes complexes avec du logiciel dedans, moi j'ai vu un certain nombre de grosses difficultés liées au fait qu'on veuille synchroniser tout le système sur le logiciel avec son truc de sprint à 3 semaines, hein, parce que pas des champions du monde, mais et ça n'a aucun sens, parce que ces 3 semaines-là n'ont aucun sens par rapport au reste du système. Ouais. Est-ce que, alors on a dépassé le temps, mais c'est pas grave, enfin, c'est pas grave. En tout cas, l'enregistrement continue, on est toujours là, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques parmi les gens qui sont encore avec nous? Et oui, je confirme, Yann, c'est le 10 mai. Ouais. Donc, n'hésitez pas, hein, comme Olivier, vous voyez, on discute, hein. On est là pour ça. Et puis Diane, voilà, et Yann qui a posé les questions, enfin, n'hésitez pas. Et s'il n'y en a pas, moi, je vais vous en poser une dernière, ce qui n'empêchera pas qu'il y en ait une quand même. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe va choisir du Lean, de l'Agile? Alors, je parle évidemment plus des équipes qui sont du développement de logiciels. Est-ce que c'est une question de culture d'entreprise? Est-ce que c'est une question de type de produit, de type de client? Enfin, voilà, comment une équipe va pouvoir faire ce choix à un moment ou à un autre? La clé que je propose, et vraiment là, c'est celle que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment je travaille d'abord et avant tout à identifier ce que je sais pas, ce que je dois apprendre,
Et en fonction de ce que je dois apprendre, quelle est la porte d'entrée? Parce que si je ne comprends pas vraiment clairement quel est le vrai besoin du client, comment il utilise vraiment nos produits, etc., c'est pas la même chose que si j'ai bien compris ce qu'il veut et juste il faut le faire. Il faut le faire plus vite que les autres et mieux que les autres. Et on voit bien que entre ça et puis d'un autre côté, j'ai bien compris ce qu'il veut, mais je suis incapable de le faire parce qu'aujourd'hui on l'a jamais fait. Dans chacune de ces situations, la porte d'entrée sera pas la même. Donc pour moi et vraiment à travers tout ce que j'ai pu travailler autour du lean en ingénierie, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est plus en amont, la porte d'entrée, c'est toujours la capacité à comprendre qu'est-ce qu'on doit apprendre, quelles sont les décisions clés qu'il faut prendre pour aller vers une architecture, est-ce qu'on a la bonne connaissance externe, interne, etc. Et en fonction de cette identification et de ce travail, ben, la porte d'entrée ne sera pas la même. Thomas, une réaction, Olivier, une réaction. Non, Ouais, écoutez, ouais, bah, je me lance, Olivier. Vas-y, vas-y, Une fois vas-y. après. Moi, je dirais que surtout, aujourd'hui, les approches Scrum, Safe, le modèle Spotify, aujourd'hui, c'est un peu des approches qu'on trouve par défaut. C'est un peu ce qu'on va trouver dans la plupart des entreprises. Aujourd'hui, elles s'intéressent à ce type d'approche parce que c'est très packagé, il y a un framework, il y a du coaching, il y a toute une offre autour de ça. Et donc, je ne vais pas dire que c'est facile à mettre en place, mais en tout cas, il y a tout un marketing qui fait que c'est omniprésent. Et voilà. Et donc, et puis c'est relativement, je ne vais pas dire que c'est facile, mais mettre en place du Scrum, c'est vrai que c'est pas compliqué. En quelques semaines, quelques mois, on arrive à convertir une équipe sur ce type d'organisation. Donc, ce qui va se passer, c'est par contre, effectivement, c'est ce fameux effet plateau. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. C'est qu'après 5-6 ans à déployer Scrum, etc., du Kanban, ce type d'approche dans les entreprises, eh bien, en fait, je suis arrivé sur ces effets plateaux où les équipes, elles sont au sprint 120 ou quelques, ou quoi. Et puis, il ne se passe plus grand-chose. On n'a pas vraiment vu de gros impacts sur les clients, sur la performance globalement de l'équipe et tout. L'effet du début, qui est on collabore davantage, ça c'est bien installé. Mais en termes finalement de résultats pour tout l'investissement qui a été fait par rapport à ces transformations, c'est parfois un peu léger. Et donc là, se pose la question de où est-ce qu'on va. Et du coup, quand on commence effectivement à lire un peu les bouquins qu'ont écrit ceux qui ont inventé l'agilité et Scrum, on voit effectivement cette entreprise japonaise dont on parle depuis le début. Et on s'intéresse à faire du coup potentiellement ce voyage. Donc moi, j'ai tendance à dire que c'est pas forcément le lean n'est pas forcément la voie la plus immédiate parce que ça demande un effort évidemment beaucoup plus important en termes d'apprentissage. Ça demande probablement plus de lecture, d'enquête avant de réussir à trouver le bon sensei, le bon coaching. Voilà, il y a pas, encore une fois, il n'y a pas de méthode. Il y a pas, j'ai encore eu la discussion tout à l'heure avec un de mes collaborateurs qui me disait, mais alors Thomas, en ligne, alors si je comprends bien, il n'y a pas une méthode où on dit il faut faire comme ça, puis comme ça. Et je dis, bah non, malheureusement, il n'y a pas de méthode. Voilà, il dit, ah ouais, c'est pas comme dans Scrum. Alors, bah oui, non, c'est pas pareil. Donc effectivement, le voyage est un peu différent. Mais il est tout à fait intéressant et surtout, moi, je veux vraiment dire que je trouve que une entreprise qui est déjà installée dans le Scrum et dans l'agilité, c'est un terreau moi, que je trouve super intéressant pour aller plus loin. Moi, c'est en tout cas comme ça que je l'ai vécu. Je pense que c'était mon message, c'était vraiment celui-là. C'est vraiment que ça va permettre d'être beaucoup plus précis sur la résolution de problèmes, sur le flux, sur la façon de regarder le client. Et donc, ça permet d'aller évidemment dans mes équipes encore beaucoup plus loin. Je vais laisser la parole à Olivier, mais je vois une remarque de Adil sur laquelle je ne peux pas rester sans répondre. Qui dit la grosse différence, c'est que l'agile est là pour créer un produit unique et le lean pour améliorer les process. Non, je propose qu'on refasse un webinaire. On en parle. Non, le lean n'est pas là pour améliorer les process. Pas du tout. Le lean n'est pas là pour améliorer les process. Par contre, le lean est là pour améliorer les produits. Non, mais moi, je suis d'accord avec la remarque de Cécile sur effectivement ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas et tout ça. Ça revient à dire la complexité, l'ambiguïté, la volatilité, l'incertitude qu'il y a autour du truc au départ doit nous orienter à être plus ou moins agile. Et moi, je n'oppose pas. Hein, on peut continuer d'être lean et avoir un esprit agile. Les deux, pour moi, restent compatibles. Alors, faudrait avoir des exemples, mais je pense que les deux ne sont pas opposés totalement. Par contre, il y a un truc qui est commun à tout ça, qui est inhérent à tout ça, c'est qu'on parle de culture, et là je rejoins la remarque de Yann qu'il a fait sur ça dépend des cultures d'entreprise, effectivement, et forcément, quand on parle de culture, on parle de change management, et qu'effectivement, implanter de l'agilité ou implanter du lean, ça passe par du change management organisationnel, et c'est effectivement quelque chose qui engage toute l'entreprise, et là où je suis un peu plus
pas forcément d'accord avec vous sur la partie agilité, c'est que l'agilité aussi, même si ce n'est pas un process time-down, ça nécessite quand même, au plus haut point de l'entreprise, de s'engager dans cette démarche-là et d'être de prendre une posture non pas de managers qui sont fous, mais une certaine forme de lâcher prise qui est finalement de donner la protection et la permission aux gens d'essayer des choses différentes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein. De toute façon, si on veut réussir quelque chose, ça ne fait jamais de mal que le chef s'en occupe. Il croit, de base, c'est pas idiot. Non, du coup, ce qui est intéressant, Olivier, dans ce que tu dis, c'est, en tout cas par rapport à moi, ce que j'ai cru voir, hein, c'est que l'agile ou les méthodes agiles sont, dans ce que j'entends quand même, ou dans ce que je lis des remarques des autres participants, quasiment devenu une norme, quelque chose d'assez répandu dans toutes les équipes qui font en tout cas du développement de logiciels, et que du coup, c'est même pas une question de choix, c'est la nouvelle façon de travailler. En revanche, j'ai l'impression, quand je t'entends, que tu parles que tu vas au-delà de ce qu'on appelle les méthodes agiles pour le développement de logiciels, mais effectivement, tu parles plus de l'idée de comment on développe l'agilité dans l'organisation, ce qui revient effectivement au graphique de Cécile de démarrage de ce webinaire, qui est plus du coup de comment l'ensemble de l'organisation se mobilise pour devenir agile dans un environnement complexe, etc. quoi. Donc du coup, ça va au-delà même des méthodes agiles. Et juste en remarque, je ne fais pas partie d'une société d'informatique, je fais partie d'une société pharmaceutique. Donc, je ne fais pas du logiciel. Alors, on se met à faire des logiciels, hein, ça y est. Mais moi, mon métier, ce n'est pas de faire des logiciels, c'est de faire des médicaments. Donc, pour vous montrer que, voilà, on peut sortir de ce prisme agilité informatique ou développement de logiciels. Mais c'est pour ça que la différence entre l'agile ou les méthodes agiles et l'agilité me paraissait très importante. Parce que l'agilité, c'est exactement ce que tu dis, hein, c'est la capacité à réagir correctement ou à apprendre vite, surtout à apprendre vite dans un monde volatile, incertain, qui bouge vite. et qui bouge vite, c'est sûr. Juste, hein, pour Adil, le lean, effectivement, peut s'appliquer à des choses extrêmement répétitives et souvent en production, on est sur des actions répétitives. Je dis souvent, hein, parce que quand vous travaillez dans une boîte qui fait des satellites, croyez-moi, la répétition, elle n'est quand même pas d'une fréquence démentielle. Hein. Quand vous en faites 2 par an, c'est déjà le top. Et souvent, en ingénierie, on a beaucoup moins d'actions répétitives. Et encore une fois, je dis souvent, mais si vous produisez des bases de données tous les mois, vous êtes dans le répétitif absolu. Donc, et puis dans le service, pour le coup, dans le service, on est beaucoup moins dans la répétition, en tout cas de type industriel. Voilà, les principes sont exactement communs, mais par contre, c'est sûr qu'on n'utilisera pas les mêmes outils quand on est dans des activités extrêmement répétitives que dans des activités qui ne le sont pas. Mais le Lean couvre bien l'ensemble, hein, puisque le grand motto du Lean, c'est « do the right thing, then do it right ». Faites le bon produit et ensuite faites-le bien. Mais faites d'abord le bon produit et ensuite faites-le bien. Et faites le bon produit, c'est très amont. Hein. C'est comment on travaille avec les clients, c'est très, très amont. Et là, il y a peu de répétition. Donc, bon, on voit que… Mais le 10 mai, ça va être génial. Voilà, on va continuer les heures sur ce sujet-là. Et donc, le 10 mai, une journée d'enfer. Et alors, comme mon grand motto en ce moment, c'est de dire qu'il n'y a pas de créativité s'il n'y a pas de conflit, mais que l'art du management, c'est de transformer les conflits en énergie positive plutôt qu'en pugilat. Il y a beaucoup à créer entre le lean et l'agile. On est tout à fait d'accord. Très bien. Je vous propose qu'on conclue sur cette jolie phrase, ce webinaire de ce soir qui a duré plus longtemps que prévu, et c'est très bien du moment qu'il y avait de la discussion, c'est ça qui était intéressant. Et s'il y a bien quelque chose pour le coup, alors en tout cas qui est vraiment propre au Lean et peut-être à l'agile, c'est comment on a des discussions intéressantes sur des sujets pour apprendre. Absolument. Alors ça, c'est vraiment aussi une des bases de la démarche. Je vous remercie tous alors de votre écoute, de votre présence, de vos questions, et je vous donne tout de suite le menu de notre prochain Lean Connection qui aura lieu donc 29 mars, un mercredi à 21h, et j'aurai le plaisir d'accueillir Michael Ballet, où nous parlerons ensemble, enfin non, je dis reparler au sens, nous revenons sur un livre, cette fois-ci un livre de la tradition Lean qui s'appelle Management Lessons, qui a été écrit par Taishi Ohno. Donc là, vraiment, on replonge au cœur de l'origine du Lean.
pour se rappeler justement comment tout ça s'est construit, et ça ne s'est pas construit en un jour. Et Lean tout ça, Canal historique. voilà. Voilà, merci à tous. Si ça vous intéresse de revoir cette émission, en tout cas ce webinaire, ou de le partager avec d'autres, je vous rappelle qu'il est en replay et gratuitement disponible dès demain sur YouTube dans la chaîne des Lean Connection. Vous trouverez celui-ci et les autres. Donc, ça vous permettra de partager la discussion si vous avez des amis, des collègues qui peuvent être intéressés par ces échanges. Et puis, rendez-vous le 10 mai, Cécile, sur la suite de la discussion. Merci beaucoup, Anne-Lise. Merci beaucoup. bonne soirée Bravo à Anne-Lise, tous. bravo Thomas, bravo Cécile. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir.